Salut, c'est Nicolas. Alors je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette vidéo. Alors ici dans ma région de Toulouse, on est dans la période du plein été. Alors certes, on vient de passer 2 semaines pluvieuses et un peu fraîches, mais là ça y est, les températures sont remontées, le plein été est vraiment bien là et on a régulièrement des températures de 28-30 degrés. Alors je vais vous donner quelques repères, on appelle ça des repères phénologiques, pour savoir si dans votre région le plein été a aussi commencé. Donc le plein été, il commence à la floraison du tilleul. Donc là on voit qu'elle est passée, là les petites boules sont là, et donc ça veut dire que le plein été a commencé déjà il y a 1 semaine ou 2 ici. Et ça se traduit également par le mûrissement des groseilliers, les grappes de groseilles là, qui sont mûres, et également la floraison de la lavande. Et les agriculteurs dans les champs, ils vont aussi au début du plein été commencer à faucher les blés. Alors le plein été, ça va être la période où il va faire le plus chaud dans l'année. C'est une période où les légumes fruits vont vraiment bien se développer. Ils adorent la chaleur, c'est tous les légumes qui servent à faire la ratatouille, les tomates, les poivrons, les aubergines, les courgettes, etc. Et par contre, c'est aussi la période de l'année où il pleut le moins en général. Donc il va falloir être bien vigilant au niveau des arrosages pour que tous ces légumes-là aient suffisamment à boire. Alors on me pose souvent la question, quand est-ce qu'il faut arroser les légumes et à quelle fréquence, à quel moment? Alors là on est devant un plant de courgettes, là il est midi et on voit que les feuilles ont l'air un petit peu flétries, elles ont l'air un peu flagada, elles donnent des signes d'avoir soif. Mais est-ce que ce plant de courgettes a vraiment soif ou est-ce que c'est juste à cause du soleil que les feuilles sont dans cet état-là? Eh bien il y a une manière vraiment hyper simple de le voir, c'est tout simplement d'écarter un petit peu le paillis à l'endroit où on veut regarder. On met la terre à nu. Alors là je touche, je vois qu'elle est déjà humide en surface, donc on a déjà la réponse. Mais si elle était sèche en surface, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien il suffit d'enfoncer l'index dans la terre, et là on sent, si c'est sec au fond, eh bien c'est qu'il y a besoin d'apporter de l'eau. Et si c'est humide, eh bien c'est que tout va bien, et c'est que c'est juste un effet de la chaleur, et vous verrez, en fin de journée, le plant aura tout à fait repris sa forme normale, et il se portera très bien. Nous voici devant le bac à réserve d'eau. Alors je vous rappelle, c'est un bac que j'ai construit pour survivre aux sécheresses de l'été, là, pour avoir des salades tout l'été ici à Toulouse, avec une bâche au fond qui est complètement étanche. Alors là au printemps, l'effet réserve d'eau n'a pas tellement servi parce qu'il a vraiment beaucoup plu, plus que d'habitude. Et heureusement il y a un bouchon de vidange ici qui permet une évacuation automatique de l'eau dès que le niveau dépasse 3 ou 4 cm. Alors au début du printemps, en mars-avril, je trouvais que l'état de la terre s'était fortement dégradé. Alors j'avais semé un engrais vert qui était de la moutarde, et bon, qui depuis a poussé puis a séché. Je vous avais montré ça dans une vidéo précédente. Et donc là, on voit encore les fans de moutarde qui restent, qui servent de paillis, bon, qui n'est pas très épais, j'en conviens, que ça serait bien que je le complète un petit peu par autre chose. Mais donc ça se décompose petit à petit en nourrissant le sol, et les racines sont restées en terre et pareil, se sont décomposées pour aérer la terre. Alors là on peut voir qu'il y a des superbes laitues qui ont été plantées à peu près autour de fin mai, oui c'est ça, fin mai, hein, donc ça fait un bon mois. Donc là on a de la craquerelle du midi, donc ça c'est une laitue de type romaine que j'aime beaucoup, qui fait des grandes feuilles plates comme ça. Et puis là on a la fameuse rouge grenobloise qu'on ne présente plus, qui est vraiment une super salade de type Batavia, donc avec des feuilles un petit peu craquantes. Alors à la plantation, je leur avais juste fait un arrosage avec de l'urine diluée à 10%, et après c'est la pluie qui a fait le reste, et vous voyez on obtient des feuilles magnifiques comme ça. Il suffit de les cueillir. Moi, vous savez, je préfère cueillir feuille à feuille pour que la salade dure plus longtemps. Donc voilà, tous les matins, je cueille une dizaine de feuilles comme ça et ça fait une très bonne salade. Et là, juste à côté, on voit la nouvelle génération de salades. Là. Elles ont été plantées il y a 2 semaines à peu près. Donc là, c'est vraiment des Batavia solides, résistantes à la chaleur pour l'été. Il y a 2 variétés, il y a la Canasta et la Verano. Et donc l'avantage de ces Batavia, c'est qu'elles ont les feuilles plus épaisses que les laitues paumées. Donc elles résistent beaucoup mieux à la chaleur de l'été.
Ici dans le sud-ouest, je vous rappelle que mon potager se trouve près de Toulouse, et ben c'est pas facile de réussir la culture des choux parce que le climat s'y prête pas vraiment. En fait, le chou c'est un légume qui a besoin de beaucoup d'eau pour bien pousser. Et ici c'est quand même assez sec pour ça. Mais bon, comme j'aime tellement les choux et les choux raves en particulier, eh bien j'en mets chaque année, j'en plante au mois d'avril. Et puis là, comme cette année, eh bien, le printemps a été particulièrement pluvieux, eh bien ils ont plutôt bien réussi. Là vous voyez une pomme qui est bien remplie. Et ils sont délicieux, ils sont beaucoup moins gorgés d'eau que ceux du commerce. Et comme toujours, quand on a récolté un légume, eh bien, je mets les fans à l'endroit où il a poussé pour rendre à la terre une partie de ce qu'elle a donné et entretenir la fertilité. Là, on est juste devant la consoude de Russie. Donc, il y a plusieurs plants. Il y a peut-être 5 ou 6 plants qui sont disséminés là sur 2 mètres carrés. Alors, la consoude, c'est une véritable plante engrais parce qu'elle a des racines très profondes qui arrivent à chercher les nutriments bien en profondeur. Et alors là, elle a quasiment fini sa floraison. Elle fleurit au printemps et elle attire énormément d'insectes butineurs. Elle est très bien pour ça. Et là, ça va être le moment de récolter les feuilles qui vont nous permettre de faire du paillis. Alors les feuilles, elles ont l'avantage d'être vraiment très larges. Vous voyez, et encore, des fois, il y en a des encore plus grandes que ça. Mais ce sont des grandes feuilles comme ça qui sont un petit peu poilues. Très faciles à récolter. Et alors si on n'en a pas beaucoup, on peut les hacher à la main ou au sécateur comme ça. Après, si on en a de grandes quantités, je l'ai déjà fait, eh bien on met tout par terre sur la pelouse et puis on passe la tondeuse par-dessus pour les hacher menus. Bon, mais là pour la vidéo, je vais le faire à la main. Et donc il n'y a pas de souci, elle repousse plusieurs fois dans l'année. On peut faire jusqu'à 3 ou 4 coupes pendant toute la saison. Là, regardez celle-là, là, comme elle est grosse, là, presque la longueur de mon avant-bras. Alors la consoude, on peut l'utiliser pour faire du purin de consoude, bien sûr. Un purin très connu, là, que j'utilise d'ailleurs à nouveau cette année, qui sert à stimuler les plantes, comme les plants de tomates, justement, en pulvérisation sur les feuilles. Mais là, mon utilisation préférée, en ce moment, c'est de l'utiliser pour pailler les légumes gourmands, comme les tomates, entre autres, ou les choux, ou les courgettes, etc. Et alors, pour ça, j'écarte le paillis pour accéder à la terre et je dispose les feuilles de consoude directement contre la terre parce que pour que ça se décompose, il y a besoin d'humidité. Et si je les posais sur le foin, eh bien, comme il pleut pas beaucoup ici, il n'y aurait pas d'humidité, elle sécherait et puis elle mettrait des mois à se décomposer. Donc voilà, directement contre la terre, c'est mieux dans le cas de ma région. Alors là, c'est la première tomate rouge du potager. Là, on est quoi? On est fin juin. Alors la variété, c'est quoi? Voyons la petite étiquette. Voilà, c'est la reine des hâtives. Voilà, elle porte bien son nom. C'est la première à être bonne au potager. Alors la consoude, d'après ce que disent les spécialistes, c'est une plante qui contient tous les nutriments, qui est équilibrée comme un bon compost. La récolte des petits pois touche à sa fin. Là on voit que les derniers plants sont en train de sécher là. Alors là j'avais tiré un grillage comme ça en travers du potager, là je l'avais coupé en deux et j'avais fait des semis échelonnés de petits pois du mois de mars jusqu'à début mai. Et donc là ça va être fini au niveau de la récolte. Et alors maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté des pieds de concombre régulièrement au pied du grillage. Voilà, c'est des concombres que j'ai plantés fin mai donc. Là qui commencent à produire doucement et donc ils vont s'attacher avec leurs vrilles là vous voyez contre le grillage, ils vont grimper en hauteur donc ça va permettre de gagner de la place au sol. Alors là vous voyez il y a une variété de concombres miniatures, c'est des miniatures white ça s'appelle et c'est un concombre qui est très précoce, qui reste blanc comme ça là, qui est très croquant, vraiment sympathique. Et donc là on a un bel exemple d'optimisation de la surface du potager, c'est-à-dire qu'on va utiliser le même endroit pour faire pousser deux cultures différentes.
Donc une fois que la première culture est terminée, une fois que les pois auront fini de pousser, eh bien il y a la deuxième culture qui prend le relais au même endroit. Et on peut même optimiser encore plus ce que j'ai fait en plantant le deuxième légume un petit peu avant la fin du premier légume. Je vais vous donner des nouvelles de l'expérimentation de semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette là. Alors je vous rappelle que c'est une expérimentation, hein, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas du tout si ça va bien marcher. Et donc à chaque vidéo que je fais, je vous tiens au courant un petit peu en vous donnant des nouvelles. Alors j'en suis déjà au 4e semis. Donc là on a le dernier lot là, qui a été semé le 18 juin. Donc c'était il y a une dizaine de jours à peu près. Et là on voit que les plantules elles font 3-4 cm de haut. Donc elles vont être bonnes à planter d'ici quelques jours. Alors l'inconvénient des rouleaux en carton, c'est que ça sèche très vite, hein, comme ça laisse passer l'air. Donc ce que je fais, je les ai mis dans ces petits godets, là, ces plaques de godets. Et puis pour arroser, j'arrose par le dessous en mettant un fond d'eau dans le bac et en laissant tremper. Alors là, derrière ce rang de poireaux, on voit l'avant-dernier lot de carottes que j'ai planté il y a 2 semaines à peu près. Donc là, elles poussent tout doucement. Vous voyez, j'ai commencé délicatement à repailler avec le foin entre les jeunes plantules, mais c'est pas facile parce que c'est très fragile et il ne faut pas les abîmer. Là, on a le rang qui constitue le deuxième lot qui a été planté début juin, donc il y a 1 mois. Donc là, je viens juste de les éclaircir. En fait, là, on distingue un petit peu les rouleaux individuels, là. Et donc, je ne laisse plus qu'une seule carotte maintenant par rouleau. Comme ça, elles vont bien pouvoir grossir. Et sur cette plate-bande, on est devant le premier semis que j'avais fait fin avril. Donc là, on voit qu'elles commencent quand même à prendre de l'ampleur. Là, ouais, elles font bien une trentaine de centimètres de haut au niveau des tiges. Par contre, si on regarde les racines, il n'y a pas grand-chose de formé encore. Ah si, bon, elles font peut-être la grosseur de mon petit doigt. Donc on va au moins attendre un bon mois avant de les récolter. Alors maintenant, on va parler un peu des légumes d'hiver. Alors les légumes d'hiver, il faut savoir que si on veut avoir des récoltes en hiver, eh bien c'est pas en automne qu'il faut s'en inquiéter, qu'il faut s'y prendre pour les planter, mais c'est bien à la fin du printemps ou au plus tard au début de l'été, parce que ce sont des cultures assez longues tout ça. Alors là on voit, on a des poireaux. Alors les poireaux, ils ont été semés en avril, donc ceux-là c'est une variété d'hiver, c'est des bleus de Solèze, là on voit ils sont d'une belle couleur verte là qui tire légèrement sur le bleu, ils sont bien résistants au gel, et là donc c'est une culture qui est très très longue à pousser, ça fait 2 mois et demi figurez-vous que je les ai plantés dans ce pot, et donc là ils arrivent quasiment au stade de la grosseur d'un crayon, là pas tout à fait encore, où je vais pouvoir les planter au potager. Ensuite, on a tous les choux. Alors, au niveau des choux, il faut que je vous dise quelque chose. Le climat toulousain, il est vraiment pas très propice pour cultiver des choux. Mais je réussis quand même chaque année à faire différentes variétés, mais pas toutes. Alors, je vous explique. Alors, on va tout de suite oublier tout ce qui est chou-fleur, parce que le chou-fleur, c'est vraiment le plus exigeant en eau et au niveau du climat. C'est pas pour rien qu'on dit que la Bretagne, c'est la région championne pour le chou-fleur, parce que bon, il y a besoin d'une certaine humidité. Donc c'est certainement pas ici à Toulouse qu'on va la trouver. Alors je me tourne plutôt vers des choux plus faciles à réussir, comme le chou rave que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi les choux qui ne pomment pas, comme les choux kale par exemple, ce qu'on appelle aussi des choux frisés, les brocolis âgés. Celui-là, là, ça doit en être un. Je vous avais montré ça dans la vidéo de la fin d'hiver. C'est des brocolis qui, au lieu de faire une pomme unique de brocoli, elles font plein de petits jets qu'on peut récolter au fur et à mesure pendant une période assez longue. Alors les choux, surtout en climat chaud comme ici, ils ont 2 parasites principaux qui sont les altises, vous savez les petites puces noires là qui viennent perforer les feuilles, là on voit déjà quelques petits trous ici. Et surtout les pierrides aussi, qui sont des papillons blancs
qui viennent pondre leurs œufs sous les feuilles de chou, et après ça se développe en chenilles qui grignotent les feuilles et qui peuvent faire vraiment des gros ravages. Et donc pour se prémunir de ça, eh bien, comme vous avez vu pour les choux raves tout à l'heure, on peut installer des voiles anti-insectes. Ce sont des voiles à maille très très fine, moins d'1 millimètre, qui empêchent tous ces petits insectes de venir sur les cultures. Et alors comme l'année dernière j'ai eu pas mal de succès avec ces filets anti-insectes, et bien cette année je vais essayer 2 sortes de choux qui sont un petit peu plus difficiles. C'est le brocoli normal, le brocoli à tête, et un chou paumé, chou de Pontoise. Alors vous voyez, Pontoise, hein, c'est pas vraiment dans le sud, hein, mais bon, je vais tenter ça. Ils sont là, les plants d'ailleurs, ils sont bons à planter. Ça fait 1 mois qu'ils ont été semés. Je les ai rempotés au bout de 2 semaines, et donc là, ça va être le moment de les mettre en terre, bien protégés sous leur filet anti-insectes. Alors un autre légume d'hiver que je voulais vous montrer, ce sont les betteraves. Alors pour assurer une bonne levée, comme d'habitude, comme la plupart de mes légumes, je les sème dans des godets. Et donc là, elles ont été semées il y a 3 semaines. Il y a 2 variétés différentes, c'est la cylindra et la crapaudine. Alors ces 2 variétés, ce sont ce qu'on appelle des variétés de garde. Parce que pour les betteraves, il faut savoir qu'il y a 2 sortes de betteraves. Il y a les betteraves pour consommation immédiate qui ne se gardent pas. Donc un exemple typique, c'est la plate d'Égypte, qui reste plate parce qu'elle ne pousse pas dans la terre, elle pousse au-dessus de la terre en fait. Et donc pour les sols argileux, c'est idéal. Et elle pousse très rapide, c'est celle que je fais au printemps, elle est déjà là-bas au potager. Et il y a les variétés dites de garde, comme la cylindra ou la crapaudine, qui elles font des racines qui descendent plus dans la terre, et une fois récoltées, on peut les garder soit dans des cagettes à la cave, soit dans des silos au jardin, et elles se conservent tout l'hiver. Alors on les récolte en automne et en hiver. On peut même les laisser sur pied au potager, moi c'est ce que je fais ici. Je les récolte au fur et à mesure de mes besoins, elles restent en terre le plus longtemps possible, et ça se garde un bon moment parce que les dernières, je les ai récoltées ce printemps, là 2021, au mois d'avril, figurez-vous. Depuis plusieurs années maintenant, eh bien, on a régulièrement des températures très chaudes en été, des canicules, et ça pose vraiment un problème dans les potagers, surtout dans le sud. Alors quand il fait trop chaud comme ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des légumes? Eh bien les tomates, les fleurs des tomates vont sécher et vont avorter, donc ça va donner moins de fruits. Les haricots grimpants, ben pareil, même chose, les fleurs vont sécher. Et pour les concombres aussi, ça peut être le cas. Et ça peut aussi produire des coups de soleil sur les fruits, alors ça fait des taches blanches sur les tomates par exemple. Et un autre phénomène, c'est que quand les températures sont vraiment très chaudes, quand ça dépasse 32 degrés, eh bien les plantes se mettent en stress, donc elles arrêtent complètement leur développement. Alors on l'a vu par exemple l'année dernière, c'est qu'en plein mois d'août, il y avait un tas de tomates vertes sur les plants et qui ne voulaient pas mûrir. Elles sont restées vertes pendant plusieurs semaines. Et mais tout ça, c'est à cause des températures qui étaient trop élevées. Alors une solution, c'est d'installer des filets d'ombrage, là, comme vous pouvez le voir là. Alors il en existe plusieurs sortes qui vont être plus ou moins opaques à la lumière du soleil. Alors pour les régions qui sont situées le plus au sud, qui ont des index UV en été qui sont de 7, 8, 9 ou 10, comme ici à Toulouse, et bien là on préconise d'installer des filets d'ombrage à 50%, c'est-à-dire ils vont masquer 50%, la moitié de la lumière du soleil. Après, dans les régions un petit peu moins au sud, qui ont des index UV autour de 6 ou 7, et bien là, on va préconiser des filets d'ombrage à 30%, c'est-à-dire qu'ils vont masquer uniquement 30% du soleil. Et puis après, pour les régions plus au nord de la Loire, on va dire, bien là, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de filets d'ombrage du tout. Alors si ça vous intéresse, je vous ai mis l'adresse du fournisseur de ce filet dans l'article qui accompagne cette vidéo, comme toujours, et vous trouverez le lien vers cet article sur mon blog, donc dans la description sous la vidéo. Alors l'année dernière, j'avais fait des premiers essais de filets d'ombrage qui étaient fixés sur des bambous. C'était un peu du bricolage, c'était pas très solide. Si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver facilement sur ma chaîne YouTube. J'avais tourné une vidéo là-dessus. Et cette année, j'ai voulu quelque chose de vraiment plus solide. J'ai utilisé des poteaux comme ça que j'ai fixés sur des douilles qui sont plantées dans la terre. J'avais montré ça dans une des vidéos précédentes, là vous pourrez la retrouver.
Et comme je voulais que ça respire, avoir la place de me déplacer sous le potager sans avoir l'air complètement engoncé, j'ai pris les poteaux les plus hauts que j'ai trouvés, qui font 2,40 m. Et du coup, en étant un peu surélevé, le filet a une ombre portée qui a une surface plus grande. Alors je l'ai positionné de manière à ce que l'ombre soit la plus grande vers l'ouest, donc avec le soleil de l'après-midi. C'est celui-là qui chauffe le plus. Donc ici on a l'est, là le soleil éclaire vers moi. Donc vers l'est ça rentre le matin. Donc là le filet ne joue pas trop son rôle. Par contre le soleil va tourner pendant la journée. Et à partir de 11 h midi, le filet va commencer à masquer le soleil pour les planches de culture. Et comme ça, toute l'après-midi, jusqu'à 16-17 h. Et puis après, le soleil tape moins fort, donc c'est pas grave s'il rentre de nouveau par le côté, par là-bas. Donc le principal, c'est que le moment de la journée où le soleil tape le plus fort, eh bien, les planches de culture soient bien couvertes au niveau du filet d'ombrage. Donc c'est pour ça qu'on voit que ça dépasse plus par là-bas, côté ouest en fait, que de ce côté. Alors comme l'année dernière j'avais acheté un rouleau, une bande de 2 mètres de large, et que là en fait mon installation, j'ai vu qu'il me fallait 3 mètres de large, et bien avec un morceau de filet qui restait, je l'ai coupé en deux, donc ça m'a fait des bandes de 1 mètre de large que j'ai fixées ensemble, et j'ai accroché ça donc derrière, donc il y a une bande de 2 mètres et une bande de 1 mètre, ce qui fait donc 3 mètres au total. Alors là, c'est la face où le soleil donne le plus, là, sud-ouest, là. Donc j'ai carrément fait descendre le filet de haut en bas jusqu'au sol, quasiment. Et alors, ici à Toulouse, on a pas mal de vent en été, hein. Donc il ne faut pas croire que c'est sensible au vent. C'est du filet avec des mailles assez fines. Et donc le vent passe à travers. Il n'y a aucun souci par rapport au vent. Alors là, quand on se trouve en dessous du filet, là, protégé du soleil, là, il y a une espèce d'ambiance un peu tamisée, là. C'est vraiment super agréable. Alors en été, en général, on va travailler au potager plutôt le matin, à la fraîche. Mais si on doit s'y rendre en pleine journée, en plein cagnard, là, eh bien, j'ai remarqué, ça fait vraiment la différence. On est vraiment agréablement surpris par cette atmosphère un peu spéciale, là, qui règne. Et donc, si c'est bon pour le jardinier, ben, j'imagine que c'est super bon pour les légumes aussi. Depuis quelques années, je suis vraiment très embêté par les punaises sur les tomates. Et là, justement, on en voit une, là. Elle est à droite, là, juste derrière la feuille, là. Elle va bouger. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. En fait, c'est pas les gendarmes rouges et noirs, c'est pas les punaises grises, mais c'est les punaises vertes. Et en fait, quand elles sont jeunes, elles sont plutôt noires. Chez moi, elles se mettent sur les tomates juste au moment où elles passent du vert au rouge. Et les punaises, elles vont piquer à travers la peau des tomates pour sucer leur chair. Et alors ça se traduit après par des sortes de cicatrices blanches sur les tomates. Les tomates ne vont pas pourrir, elles vont continuer à se développer, mais elles seront beaucoup moins bonnes à manger. Et alors au début, comme celle qu'on a vue là, on peut s'en sortir en les ramassant à la main. Là, je les fais tomber dans un petit pot rempli d'eau. Mais si on s'absente une semaine ou deux pour partir en vacances, quand on revient, en général, la population a explosé et il y en a partout. Alors moi, j'aime vraiment pas utiliser des insecticides, mais je me suis quand même renseigné pour savoir ce qu'il existait contre les punaises. Et bien en fait, il n'y en a pas. Parce que elles ont des carapaces épaisses et ce qui empêche les insecticides classiques d'être efficaces. De toute façon, le problème avec les insecticides, même les insecticides préparés soi-même, comme la macération d'ail, le purin d'ortie ou des choses comme ça, eh bien c'est qu'il ne va pas faire la différence, le produit, entre les bons insectes et les mauvais insectes. Il va tuer tous les insectes qui entrent en contact avec lui. Donc ça pose vraiment un problème pour la biodiversité. Alors l'année dernière, j'avais fait des essais en protégeant mes grappes de tomates avec des sachets d'organza. C'est des sachets comme ça en tulle très fine qui sont utilisés pour protéger les grappes de raisin dans les vignes. Alors j'avais eu quelques résultats, mais c'était plus ou moins mitigé en fin de saison quand les tomates grossissaient, parce que les tomates étaient en contact avec le voile, donc, et les quelques punaises arrivaient quand même à piquer à travers. Donc ça marchait un petit peu, mais pas à 100%, on va dire.
Alors je commence à en avoir sur 1 ou 2 pieds de tomates, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est des jeunes qui sont de couleur noire et on peut les enlever facilement à la main. Mais il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment j'en vois beaucoup sur le feuillage des pommes de terre. Là, je vais m'approcher doucement. Alors, c'est pas un souci pour les pommes de terre, parce que les tubercules, ils sont sous la terre. Mais j'ai vraiment peur que cette population de pommes de terre explose et puis aille se disséminer sur les tomates. Parce que autant quand elles sont sur les fruits des tomates, c'est à peu près faisable de les enlever à la main. Par contre, je me vois pas du tout parcourir la partie pommes de terre, là, et les enlever une par une. Ça abîmerait le feuillage, c'est vraiment impossible. Bon, ben, affaire à suivre, hein. On verra comment ça évolue d'ici la prochaine vidéo. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Alors dans la prochaine vidéo, eh bien, je vous parlerai des associations. Alors des associations de légumes, bien sûr, mais aussi des associations avec des aromatiques et des fleurs. Alors, comment est-ce que je répartis les légumes dans mes plates-bandes? Est-ce que je fais attention ou pas entre les bons et les mauvais voisinages? Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo, dans un mois. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un bel été. Ciao!